Three, two, one. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce podcast en direct sur le renouveau du cinéma d'horreur. On est actuellement dans la scène de Bienvenue rue du Lotus, une pièce de théâtre inspirée du cinéma d'horreur que vous aurez la chance de découvrir juste après. Et pour ce podcast en direct, c'est un podcast qui ouvre le festival Créartup, qui est un festival initié par la ville de Paris et la maison étudiante et qui accompagne les artistes et les jeunes professionnels du milieu culturel qui les tend vers la professionnalisation. Donc merci au festival Créartup de nous accueillir aujourd'hui pour ce podcast en direct et merci aux intervenants à ma droite d'être ici pour témoigner de leur expertise sur le cinéma d'horreur. À commencer par Léa. Léa, bonsoir. Bonsoir. Léa, c'est une passionnée du cinéma d'horreur depuis l'adolescence. Elle est diplômée en histoire du cinéma et en didactique de l'image. Elle est dans l'équipe du PIF, le Paris International Fantastic Film Festival, depuis 2013. Elle a été journaliste cinéma pendant plusieurs années, à SoFilm et Allociné notamment. Elle a réalisé plusieurs travaux autour du cinéma d'horreur français et de la place des femmes dans le cinéma d'horreur. Et elle enseigne aujourd'hui le cinéma auprès de différents publics. Ensuite, Olivier. Olivier, bonsoir. Bonsoir. Après avoir suivi une formation d'artiste plasticien, Olivier est depuis 20 ans l'un des créateurs d'effets spéciaux et de maquillage les plus reconnus du cinéma français, au sein de CLSFX Atelier 69. En 2018, il écrit et réalise son premier film, Girl with Balls, qui a été diffusé sur Netflix et présenté à Gérard Darmé l'année suivante. Il contribue également en tant que maquilleur d'effets spéciaux à de nombreux longs métrages, tels que Grave, Titane de Julia Ducornu, ou plus récemment Le Règne animal de Deuxième acte de Quentin Dupieux, ou ensuite Sous la scène de Xavier Jean, que vous avez pu voir sur Netflix, ou encore The Substance de Coralie Farja. En tant qu'auteur-réalisateur, Olivier Afonso développe plusieurs projets actuellement, dont un film d'horreur alliant comédie musicale. Allant à la comédie musicale, c'est ça. Ensuite, on a Charles Alphen. Charles, bonsoir. Bonsoir. C'est le metteur en scène de la pièce Bienvenue rue du Lotus, que vous pourrez voir juste après. Charles a commencé le théâtre à 5 ans dans son théâtre de quartier et à 15 ans, il rejoint le conservatoire départemental de Bourg-la-Reine, qu'il quitte à 18 ans afin de rejoindre le conservatoire du 16e arrondissement de Paris. C'est dans ce conservatoire qu'il découvre la mise en scène. Il obtient les félicitations lors de son diplôme avec une pièce de 40 minutes, Bienvenue rue du Lotus. Ce projet est une pièce d'horreur que Charles a développée sous une forme de 1h30 et qui est désormais lauréat du dispositif Créartup. À côté, Charles joue Ted dans la pièce Fracassé, mise en scène par la compagnie Harley et à qui a été déjà représenté une quinzaine de fois. Il s'est aussi lancé à la réalisation avec une mini-série d'horreur intitulée Rouge. Pour débuter ce podcast, on peut partir avec une première question qui est quel est votre rapport avec le cinéma d'horreur et comment votre relation avec ce genre a-t-elle évolué au fil du temps? Je me lance. Top. Moi, mon rapport avec le cinéma d'horreur, il date un peu parce que je suis plus toute jeune, mais je suis arrivée assez tard au cinéma d'horreur. Je n'étais pas du tout attirée par les films qui font peur jusqu'à, je dirais, l'adolescence. Et c'est plus à partir de 16, 17, 18 ans que j'ai commencé avec des copines à regarder des films d'horreur, à faire des soirées films d'horreur. Et je suis devenue accro, je suis tombée dedans, quoi. Charles? Moi, c'est un peu pareil. Au départ, je regardais pas du tout. Et puis, c'est avec des amis, un peu pour se faire peur, un peu en mode challenge. Et puis, petit à petit, j'ai commencé à m'intéresser à l'histoire, un peu tout ça. Et à en regarder de plus en plus. Et à m'amuser autant à regarder des navets que des films un peu plus profonds, ou quoi. Moi, en fait, je sais toujours pas. C'est pour ça que je les laisse parler d'abord. Moi, je crois que je suis venu au film d'horreur d'abord avec le son, parce que quand j'étais petit, mes parents m'empêchaient de regarder et j'entendais les films. Ils se doutaient pas que je les entendais au lieu de les... Je les voyais pas, mais je les entendais. Donc je crois que ça a développé mon imagination et c'est ce qui m'a donné envie de les voir, parce que quand je les ai vus la première fois, je me suis dit, bon, en fait, ça avait pas si peur. Et je passais plus de temps à essayer de comprendre comment ils fabriquaient les trucs plutôt que de regarder les films. Et après, ouais, il y a des films qui m'ont marqué, qui m'ont plu. Voilà, moi c'est le cinéma avant tout, donc c'est ça. Et puis l'horreur, je trouve ça rigolo, quoi. Parce que après une peur, il y a toujours un rire, et j'aime bien ce truc-là. Puis moi, j'adore faire peur aux gens, j'adore faire des blagues, donc je pense que c'est un cinéma qui me correspond bien. Ok. Bah, merci à vous.
Et pour commencer le débat, je pense qu'il est important de définir ce qu'est le cinéma d'horreur et notamment d'en retracer les origines. Ce genre trouve ses racines dans les influences littéraires et théâtrales, bien avant l'avènement du cinéma, ce qui le rend parfois difficile à cerner. La frontière entre le fantastique et l'horreur est souvent mince et de nombreux sous-genres se sont développés au fil du temps. On peut notamment distinguer entre autres le surnaturel, avec des films comme L'Exorciste, The Conjuring, les slashers avec Halloween ou bien Scream, l'horreur psychologique, The Shining héréditaire, qui parfois peut se mélanger au thriller avec Psychose, Get Out, la comédie horrifique avec notamment les super films Evil Dead, la science-fiction horrifique, Alien, le found footage, les images trouvées, le projet Blair Witch, Paranormal Activity, les films de monstres, Dracula, Les Dents de la Mer, ainsi que le body horror, The Fly, The Thing, entre autres. Bref, le cinéma d'horreur a de multiples facettes, mais si on doit le résumer simplement, son but principal est de provoquer chez les spectateurs un sentiment de peur ou d'angoisse. Concernant ses origines, un an après l'invention du cinéma par les frères Lumière, ces derniers réalisent un film documentaire, L'arrivée d'un train en gare à La Ciotat. Un film qui semble tout à fait banal aujourd'hui, mais à l'époque il avait fait sensation, car selon la légende, le public assistant à la projection fut pris de panique, pensant que le train allait leur foncer dessus. Du coup, ça peut être considéré comme le premier film d'horreur, mais si on doit prendre la définition stricte du terme, ce sentiment de peur n'avait pas été voulu, mais était dû au contexte de l'époque. Mais restons en France avec Georges Méliès, un illusionniste français qui, la même année, réalise Le Manoir du Diable, qui est un court-métrage considéré comme le premier film d'horreur, notamment car il intègre des éléments caractéristiques du genre, un univers gothique et des monstres. Cependant, c'est en Allemagne, avec l'expressionnisme, que le genre prend forme. Grâce à des réalisateurs comme Paul Wegener, Fritz Lang et Murnau, cette période marque le cinéma d'horreur muet, avec des films comme Le Golem et Nosferatu. Ensuite, l'horreur n'a cessé d'évoluer au fil des années suivant les innovations technologiques du cinéma, avec l'arrivée du cinéma parlant dans les années 30, qui a marqué l'âge d'or des films de monstres avec des œuvres emblématiques telles que Frankenstein et Dracula, qui ont connu un immense succès jusqu'aux années 50. Par la suite, le genre est passé à la couleur avec la suite de ces films iconiques. Par ailleurs, l'Europe a joué un rôle clé dans l'essor de l'horreur, notamment en Italie et en France, qui ont apporté une nouvelle approche du genre. Un nouvel âge d'or émerge alors aux États-Unis dans les années 70, avec des studios hollywoodiens produisant des films d'horreur à grand succès au box-office, notamment avec un enchaînement assez impressionnant, Massacre à la tronçonneuse, L'Exorciste, Les Dents de la Mer et Alien, pour ne citer que. Dans les années 2000, le cinéma d'horreur continue de se renouveler avec de nouveaux sous-genres et des œuvres venant d'autres régions du monde, notamment l'Asie, qui propose une approche unique et innovante. Depuis quelques années, on assiste à un renouveau encore plus marqué du genre qui semble augurer un nouvel âge d'or du cinéma d'horreur, et c'est précisément ce que nous allons explorer au cours de ce podcast. Petit jingle. On peut passer à la première partie qui s'intitule L'industrie et le renouveau du genre, avec une première question. On observe un renouveau du genre horrifique ces dernières années avec des films qui fonctionnent au box-office, touchant un public plus large, mais également ayant reçu un succès critique. Comment expliquez-vous ces succès? Waouh! Pas simple comme question. Il y a plein de raisons, mais c'est vrai que là où c'est intéressant que les films d'horreur, il y a quand même effectivement pas mal de films d'horreur qui fonctionnent bien au box-office, et je pense que c'est un bon moyen aussi, le cinéma d'horreur, de faire revenir les jeunes en salle. Parce qu'on les a un peu perdus pour plein de raisons, notamment le fait que le cinéma c'est devenu très cher, qu'il y a eu le confinement qui est passé par là et que les gens passent beaucoup de temps sur les plateformes. Et c'est vrai que le film d'horreur, c'est quand même un événement. Aller voir un film d'horreur au cinéma, c'est évidemment pas la même chose que regarder un film d'horreur sur Netflix. Et donc, je pense qu'il y a certains producteurs se sont dit que c'était peut-être une bonne idée de s'intéresser de nouveau au cinéma d'horreur. Aussi parce qu'il y a plein de jeunes cinéastes qui ont plein de choses à proposer dans ce genre-là. Et donc, pour moi, c'est peut-être aussi un peu ça qui explique le fait qu'il y ait eu des cartons assez récents de films d'horreur. Parce que je pense que c'est un produit d'appel qui donne envie, quoi, tout simplement. On a envie d'aller... En fait, on a envie d'aller au cinéma pour des sensations fortes. Et c'est vrai que, bah, quoi de mieux qu'un film d'horreur? Bah, je me demande s'il n'y a pas aussi Internet qui aide un peu.
Genre, j'ai l'impression c'est un peu relancé une nouvelle culture de l'horreur à travers les creepypasta et tout, et toutes les légendes qu'on peut trouver sur Internet. Il y a plein d'autres manières, j'ai l'impression, de faire l'horreur, de le faire découvrir, de le faire vivre. Et je me demande si ça permet pas aussi d'avoir un regain de popularité, et du coup aussi au cinéma. Moi, je sais pas sincèrement si j'ai pas l'impression de sentir une différence. Moi, je pense que c'est la façon dont on distribue les films, je pense que c'est la façon dont on propose les films. Je sais que moi, par rapport à ce que je fabrique, je me suis rendu compte que l'arrivée de Netflix et la volonté de faire des films d'horreur, et ben, ça a prouvé que les gens avaient envie d'en regarder, ils avaient envie de voir ce genre de film. Et il y a des producteurs qui se sont dit, bah ouais, mais nous on va faire pareil, mais on va les passer au cinéma. Et le public a suivi. Parce que c'est quand c'est bien fait, que l'histoire est construite, que c'est intéressant, bah, les publics il va regarder, ça l'intéresse. Pendant des années, il y a plein de gens qui voulaient faire ce genre de film juste parce qu'il y avait un intérêt financier. Et ils le faisaient mal, ils le faisaient à toute vitesse. Et ça se sent, le public il est pas stupide. Il voit bien quand un truc est bien travaillé, etc. Après, évidemment, il y a des films qui sont des petits coups, euh, comme Blumhouse a réussi à faire, etc. Mais je pense qu'il y a toujours cette envie de vivre une émotion, ce que tu disais, c'est-à-dire que le cinéma, c'est aussi un spectacle. Moi, quand j'étais petit, que j'allais au cinéma, c'était la sortie. Ça, j'avais envie d'aller voir quelque chose, j'avais envie. Puis souvent, la phrase qu'on entend, c'est vas-y, ça coûte cher, si j'y vais, j'en veux pour mon argent. Donc tu vas pas voir un truc que tu peux voir à la télé, c'est ça un peu ce qu'on entend souvent, tu vois. Et le cinéma d'horreur, par principe, c'est qu'il y a une volonté quand même, il y a quand même un soin, même dans les films français ou qui sont très très mal financés depuis toujours, parce qu'on estime que c'est fait pour des imbéciles, ce genre de film. Les gens pensent ça depuis longtemps, et puis on a inventé le elevated genre pour dire ah on peut faire des films d'horreur intelligents. Et ben en fait, bah non, en fait aujourd'hui tu vois, on se rend compte que bah il y a des films qui peuvent aller aux Oscars, il y a des films qui peuvent gagner des Césars, il y a des films et qui sont des films d'horreur. Et donc pour justifier ça, on invente ce terme intelligent. Mais les films n'ont pas changé, hein, ça raconte les mêmes trucs, ça fait flipper pour les mêmes raisons. Et voilà. Et puis c'est vrai, il y a plein de raisons. Ce que tu disais, c'est pour attirer, ça attire les jeunes, c'est cool. Il y a quand même une autre façon de faire, mais c'est aussi parce que les producteurs sont plus jeunes, parce que les producteurs ont changé, parce que les plateformes ont prouvé que le public demandait ça, et c'est les films qui cartonnent le plus. Et donc ils se sont dit, bah, on va essayer de faire ça au cinéma, et le cinéma va pas super bien. Avant, quand c'était pas 1 million, on disait que c'était foiré. Aujourd'hui, à 200 000, on dit que c'est super. Tu vois, moi je dis, les films, ça reste des histoires, c'est des histoires d'horreur qu'on raconte. C'est cool hein, de les raconter différemment, il y a d'autres écritures, etc. Mais j'ai le sentiment que bah c'est pareil quoi. Mais moi, j'ai l'impression quand même qu'il y a eu un renversement au niveau de la critique. Et ça, selon toi, c'est dû à quoi? Parce qu'on a bien compris que le public a suivi ça, mais la critique, c'est encore autre chose, Ouais, notamment avec les Oscars, comme tu as dit. ouais, mais si tu veux, moi je trouve que la critique, si tu veux, ce qui est marrant, c'est qu'on peut pas prévoir. Si on pouvait prévoir, tous les producteurs auraient la formule, les frais et ça cartonnerait, tu vois. Tu prends l'exemple de Terrifier, le troisième, ils ont chopé un moins de 18, les gars étaient flippés, puis au final c'est ça qui a fait venir le monde au cinéma. Tu vois, et il y a plein de trucs comme ça. Le public, je te dis, c'est un sale gosse. Tu vas lui dire, va pas le voir, il va aller le voir le film, tu vois. Tu lui dis, ah bah il faut aller le voir, non, il va pas aller le voir. Tu sais pas en fait, il n'y a pas de règle. Moi je crois au fait que l'histoire, tu prends Vermine, pourquoi ça a marché? Parce que l'histoire est cool. Parce que les gens à ce moment-là, ils ont voulu voir un film qui les faisait flipper avec des araignées et que ça les faisait marrer. Quand j'entends que ça fait 100 millions de vues sous la scène, que tu trouves bien ou tu trouves pas bien le film, le moment où tout le monde est d'accord, c'est au moment où ça se barre en couille et que les requins ils bouffent tout le monde. Parce que ça fait marrer les gens. Et les gens, ils ont envie qu'on leur fasse pas la leçon et qu'on leur dise qu'ils doivent regarder ou pas, parce qu'ils sont intelligents ou pas, ils ont juste envie d'aller s'éclater. Et quand tu proposes un truc qui fait que les gens s'amusent, bah tu vas le voir. Ouais, et puis la société va pas super bien en ce moment. Et le cinéma d'horreur, c'est quand même extrêmement cathartique. Donc ça fait aussi beaucoup de bien d'évacuer plein de choses, juste par la peur, mais aussi parce que, bah, on le sait, le cinéma de genre, c'est aussi un genre qui est très politique. Le cinéma d'horreur, c'est un genre qui est très politique, donc ça permet d'aborder plein de choses qui nous tendent dans la société au quotidien et de les évacuer de manière cathartique. Donc je pense que c'est aussi quelque chose qui donne envie aux gens d'aller voir des films d'horreur. Ok, merci à vous. Et justement, Terrifier 3, je pense que c'est un bon exemple pour parler un peu de ce changement dans la distribution des films d'horreur. Du coup, pour expliquer, Terrifier 3, c'est un film qui a été interdit aux moins de 18 ans. Et en fait,
c'était au début une très grosse contrainte parce que forcément ça limite la distribution et du coup ça crée une perte d'argent. Mais finalement, ils ont joué de ça pour faire justement un marketing viral sur les réseaux sociaux et ça a attiré énormément de personnes et finalement ils se sont bien sortis. Et est-ce que toi, par exemple, Charles, t'en parlais, du coup le marketing et l'aspect réseaux sociaux, j'ai l'impression à jouer un plus gros coup pour distribuer les films et dans la communication. Et du coup, toi, qu'est-ce que tu en penses, notamment par rapport à cet exemple-là ou par rapport à d'autres films, que ça permet d'attirer des jeunes en même temps, mais est-ce que du coup, ça dénature pas un peu l'esprit et la manière de concevoir les films si c'est pensé auparavant? Bah, bah non, enfin, je pense que ça rejoint un peu ce que vous disiez juste avant. Ça reste, pour beaucoup, ça reste juste un plaisir et le fait de vouloir se faire peur. Après, ça va être plus ou moins politique. Mais Terrifier, ils avaient déjà fait un peu le coup pour le 2, je crois, qui avait été interdit au moins de 16 ans, si je dis pas de bêtises. Et ça avait déjà, c'était un moins gros buzz, mais il y avait déjà eu un buzz autour de ça. Et juste, bah, Internet, ça, c'est une manière différente de pouvoir faire la promotion. Et du coup, eux, ils ont joué à fond là-dessus. Je, je pense pas que ce soit mauvais pour autant, juste ça est différent. Enfin, c'est pas des films qui ont les mêmes objectifs. Tu prends les Terrifier ou tu prends les films de Jordan Peele ou quoi qui vont être plus politiques, comme tu disais. Ça vise pas le. Enfin, ça n'a pas les mêmes objectifs. Terrifier, c'est vraiment du gore. Il y a un peu l'aspect défi, je pense, et c'est vraiment là-dessus qu'ils ont joué quand ils ont su qu'ils avaient l'interdiction moins de 18 ans. Mais je vois pas ça comme un problème. Même je trouve que ça crée un peu un folklore autour de l'horreur, et je pense que ça sert. Enfin, je sais pas, mais je pense que ça sert l'ensemble du genre. Parce que du coup, on en entend tous parler, et je pense que c'est toujours bon pour un genre qu'on en entende parler. Après, le cinéma, ça a toujours été une industrie Ouais, en voilà. plus d'être un art. Et donc, en fait, vendre les films, ça a toujours été un sujet. Dès les années 20, à Hollywood, on bascule sur du marketing, quoi. Et en fait, le budget, quand on regarde n'importe quel film, en tout cas dans l'industrie américaine du cinéma, le budget du film est doublé par le budget communication autour du film pour essayer de convaincre les gens d'aller le voir en salle, en fait. Et donc, pour le coup, Internet, c'est un nouveau mode de communication et ça permet d'aller grappiller peut-être différents publics. Mais en tout cas, le fait qu'on essaie de vendre les films, c'est pas nouveau. Et donc, ça va pas forcément, enfin, en tout cas, je pense pas avoir une incidence sur la qualité potentielle des films ou non, puisque bah, le producteur, quand il décide de produire un film, son objectif, c'est toujours de faire de l'argent. Et après, évidemment, il y a toute une équipe artistique derrière qui va essayer de faire un bon film. Et ça reste quand même le but de tout le monde. Mais l'idée première, c'est quand même de générer de l'argent. Donc je suis pas sûre que pour le coup, ces nouveaux modes de communication soient néfastes pour la créativité, en tout cas, que ce soit pour les films d'horreur ou pour les films en général. Mais tu sais, ça a toujours été un sujet, les interdictions, parce que moi je me rappelle, j'avais commencé des films où on nous demandait absolument que ça soit moins de 12, grand maximum moins de 12, moins de 12. Puis d'un coup, il y avait une sorte de hype qui se faisait, puis d'un coup on disait ouais, c'est moins de 16, c'est bien aussi. Et tu vois, il y a toujours un truc comme ça. Moi, je les connais, les gars de Shadows qui distribuaient. Ils me disaient qu'ils s'y attendaient pas franchement au moins de 18, parce qu'il faut savoir que le moins de 18 à la base c'est pour la pornographie. Donc il y a eu Saw, je sais plus combien, Saw 3 peut-être, non? Qui avait été interdit au moins de Ouais, le 18. 3, Et c'est ça qui exactement. avait boosté. Et donc ils se sont dit, bon bah voilà, c'est moins de 18, c'est con parce que ça nous enlève des salles, c'est plus compliqué à distribuer. Mais en même temps, on va assumer, on va faire avec. Et ça l'a fait quoi. Et Mais puis un Terrifier 3, s'il n'est pas interdit au moins de 18, jamais il fait autant bah, d'entrées en ouais, fait, c'est hein. ça. Et puis encore une fois, moi je trouve que le public, tu vois, tout le monde, moi le premier, hein, si tu me dis de pas faire un truc, je vais m'empresser de le faire. Et c'est ça, hein. Ah, vous allez pas le voir, il faut pas. Et ben tout le monde a envie de le voir. Tu vois, c'est exactement ce qu'il faut pas faire. Nous apprend ça depuis qu'on est gamin, hein, tu vois, vos parents. Alors attention, tu vois, c'est hyper infantilisant. Et la chose où on veut justement qu'on nous foute la paix, c'est quand on va voir des films, parce qu'on a envie de. En plus, c'est quelque chose, les gens s'étripent quand ils parlent de cinéma. T'as vu, il y a une passion, ça déchaîne des passions. Moi, j'ai assisté à des scènes mais surréalistes où je me faisais insulter, etc. J'ai dit, mais si je me raconte, et des gens m'a menacé de mort et tout ça pour des films, quoi. J'étais, mais vous êtes sérieux, les gars? Et en fait, voilà. Mais pourquoi pas? Mais c'est marrant. Voilà. Ça marche. Et justement, tu en as un peu parlé du studio Blumhouse, qui a été créé par le producteur Jason Blum et qui a frappé fort dans les années 2000 avec Paranormal Activity et qui est maintenant incontournable.
Et il illustre parfaitement le modèle qui a fonctionné ces dernières années, avec Get Out, ou notamment Sans un bruit. C'est des films à petit budget par rapport aux standards américains, mais qui ont rapporté gros. Et du coup, pour toi, Olivier, le cinéma d'horreur permet-il de faire des films plus rentables que d'autres? Et est-ce que tu as vu un peu une évolution Bah, quand par tu rapport parles à de ton petits métier? budgets, déjà, à part apparemment Normal Activité, il faut savoir que les petits budgets chez eux, c'est des énormes budgets chez nous. Bon, déjà, il y a une différence, tu vois. Ce qui est fait, il y a une grosse différence quand on fabrique un film. Parce qu'il y a des trucs, si tu veux, pour te donner un ordre d'idée, nous, en tant que maker effets spéciaux, c'est les premiers trucs qui sautent. Quand il y a moins d'argent, on dit, bah, ça, c'est pas important, on fait sauter. Bah, si c'est écrit dans le scénario, c'est que c'est peut-être important, donc tu devrais le garder. Donc ils font sauter, et après, ah, c'est bancal, ah bah c'est que c'était peut-être important. Donc tu vois, l'air de rien, tout ça, c'est intéressant. Je me rappelle plus de ta question. Est-ce que du coup, tu as vu un changement par rapport à ça? Ah, Comme bien tu dis, sûr, bah, clairement, aujourd'hui, si tu ils veux, prennent plus importance euh, par rapport à ça. bah, en fait, importance, je sais pas, mais en tout cas, on nous écoute plus. C'est-à-dire que aujourd'hui, mais je pense que si c'est avec le temps, parce que encore une fois, ça fait plus de 20 ans que je fais ce métier, et aujourd'hui on m'écoute. On m'écoute quand je dis ah ça pue, ça, à mon avis, ça va pas le faire. Et on me dit ah s'il le dit, c'est peut-être qu'il y a une raison. Mais tu vois, je sais pas si c'est dû au fait que le cinéma a évolué, peut-être un peu, mais c'est aussi par rapport à mon expérience, tu vois, le fait d'avoir fait pas mal de films, se dire si le gars il dit que ça c'est un son mauvais, peut-être qu'on va faire attention. Tu vois, mais bon, c'est vrai que aujourd'hui, il y a quand même plein de preuves. Il y a plein de films qui prouvent que ça intéresse les gens et que ça peut être rentable. Et qu'en plus, avant, tu avais honte de dire que tu avais fait un film d'horreur pour des ados et qu'aujourd'hui, tu vas te vanter parce que le film a été vu, je sais pas, tu vois, Le règne animal, ça reste, c'est ni plus ni moins qu'un film de genre, quoi. Un film de genre quoi, fantastique, on pourrait dire. Et tu vois, il y a plein de gens, et ça met des costards cravates, et ça va ça va au César, et ça prend des prix, et voilà. Et nous, on n'existe toujours pas, et ben, voilà. Mais tu vois, ça boit du cocktail, ça va au Fouquet's, et puis les gens sont contents. Et pourtant, on parle de quoi? Des gens qui deviennent des animaux, et qui font des monstres, et tout ça. Et en fait, c'est rigolo, parce que si tu changes d'époque, je suis sûr qu'il y a quelques années, ça serait une série B, tu vois. Mais c'est vrai, oui, t'as raison, ça a changé, mais il y a encore du chemin. Mais il y a aussi le fait que comme le cinéma d'horreur, on l'a dit, hein, c'est un peu considéré comme un genre, un sous-genre au sens pas terrible du terme. euh, Peut-être qu'on s'autorise plus à tester des choses aussi, avec des plus petits budgets. Et on se dit, ben, de toute façon, voilà, on vise un public un peu niche. Et on se dit, on va expérimenter des trucs et on va peut-être oser plus facilement se dire, on tente un truc à 200 000 dollars et on voit ce que ça donne. Et puis si ça marche, bah, pour le coup, c'est jackpot parce que, en fait, le cinéma, ça marche aussi beaucoup par le bouche à oreille. Typiquement, tu parlais de Vermine tout à l'heure. Vermine, c'est pas un film sur lequel il y a eu une si énorme communication. C'est le bouche à oreille qui a marché parce qu'il a tourné en festival, que les gens l'ont vu et que c'était quand même une. Enfin, moi j'adore, je trouve ça vraiment génial. Et donc, moi j'ai dit à tout le monde, allez voir Vermine, absolument. Parce que finalement, bah ouais, des bons films d'horreur français, on n'en voit pas tant que ça au final. Mais, pardon, je me permets une question dans le podcast. Mais vous considérez que c'est encore niche? Le public, quand on fait un film d'horreur, on pense à un public plus niche? On pense à un public marginal, je pense. Encore maintenant? Ah oui, carrément marginal. Ouais, franchement, les gens, ils ont l'image de. Les gens qui. Déjà, les gens ont toujours pas compris que les filles adorent les films d'horreur. C'est toujours très compliqué de faire comprendre aux gens. Et alors que c'est vraiment 50-50, voire un peu plus de. Le public est très féminin, en fait, le public de cinéma d'horreur. Comme les gens qui écoutent les émissions de faits divers. Et, et donc, effectivement, je pense que les gens, quand ils imaginent le spectateur type du film d'horreur, ils ont quand même une image assez précise et qui est un peu marginale. Mais peut-être que je me trompe. Non, 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 moi je suis assez d'accord là-dessus. Parce que en fin de compte, on parle d'une base de 70 000 spectateurs, sûrs, pour un film, tu vois, d'horreur. On sait qu'il va y avoir, si le film est distribué correctement, tu peux avoir 70 000 spectateurs garantis, quoi. C'est vraiment la base. On se dit, bon, donc c'est niche, tu Ok. vois. Ah, j'avais l'impression Mais, quand même que ça avait. non, mais ça a peut-être évolué. Ça Après, a un je peu sais pas, je évolué. suis plus les chiffres parce que ça me gonfle en vrai. Non, non, mais. Mais c'est vrai, hein, tu vois, je sais pas. Mais ça reste, oui, ça reste niche parce qu'encore une fois, ça souffre un peu d'une mauvaise réputation. Parce qu'en vrai, moi, constamment, en prod, on me dit il faut faire des films qui attirent les femmes et les vieux. Je lui dis, bah, les femmes, déjà, c'est elles qui décident souvent quand tu vas au cinéma, hein. Je sais pas si t'as une copine, mais c'est elle qui choisit, hein.
Et voilà. Et bah, c'est normal, tu veux lui faire plaisir, hein. Et enfin, je sais pas, tu vois. Enfin, c'est marrant parce qu'on essaye toujours d'essayer de donner des explications pourquoi ça marche et tout ça, mais en fait, il n'y a pas de règles. Il n'y a pas de règles. Et un jour, tu as un film, tu vois, mon pote Artus, quand il voulait faire son film avec des handicapés, il m'en parlait et tout le monde se foutait de sa gueule. Et regarde les chiffres. 17 millions, je crois. Mais qui aurait pu imaginer? Tu vois, c'est. Je sais pas. En tout cas, moi, encore une fois, ce que je trouve intéressant, si on prend le cas de Vermine, c'est Netflix qui a poussé les producteurs à le sortir en salle avant que ça soit sur Netflix. C'est bien la preuve que même eux, ils ont dit, attends, il y a un truc à faire en salle, quoi. Parce que c'est vraiment, aujourd'hui, je sais pas, mais demande à la plupart des gens, les gens, ils veulent avoir du spectacle, et Ouais, franchement, mais du coup, honnêtement. ça prouve qu'il y a un public qui est présent. Si même Ouais, mais il Netflix reste nous a... petit. Oui, C'est-à-dire que non, mais il le. est plus petit que Ouais, d'autres, mais j'ai pas l'impression. Enfin, je sais pas, je ouais. pense que c'est quand même peu. Ouais, mais moi, je te vois, je te prends un exemple, un truc qui s'appelait Promenons-nous dans les bois. Ok. Je me rappelle, ça avait fait genre 600 ou 800 000 entrées. Déjà, on avait dit, ouais, bof, c'est pas terrible. Et aujourd'hui, 600 800 000 entrées, c'est énorme, Oui, ok. tu vois. Ouais, c'est pas les mêmes, C'est-à-dire que j'ai c'est pas les mêmes l'impression qu'en fin critères. de compte, c'est les mêmes qui vont toujours les voir, sauf que c'est constant, donc aujourd'hui, ça fait beaucoup parce que les mêmes, ils sont toujours là, tu sais. Et en fait, c'est des spectateurs hyper exigeants, hein, les spectateurs de films d'horreur, etc. Eux, ils vont pas être gentils, hein, ils vont te faire la peau direct. Et ouais, ouais, ouais. Et d'ailleurs, pour conclure cette partie, Léa, dans le dossier Allociné que tu avais écrit en 2018 sur le cinéma d'horreur français, tu constatais le problème du cinéma d'horreur français qui, par rapport à sa production, c'est difficile à produire et à distribuer, et ça peine à trouver son public et à séduire la critique. Et du coup, 7 ans après, est-ce que du coup, tu as vu une nette évolution par rapport à ça? Alors, c'est pas forcément à moi de répondre à la question, parce que pour le coup, à l'époque, j'avais effectivement réalisé un dossier sur ce sujet, et j'étais allée parler avec plein de réalisateurs et de réalisatrices, Ouais, et de Coralie producteurs Farja. et de productrices. Voilà, j'avais rencontré Coralie Farja, j'avais parlé avec, je me rappelle plus, mais Alexandra Jaff. Enfin, voilà, on avait échangé avec pas mal de personnes, et c'est vrai que je trouvais ça intéressant de parler de leur point de vue aussi sur la situation, donc il faudrait leur poser la question. Mais c'est vrai que, en tout cas, il y a eu des beaux succès en matière de cinéma de genre français. Après, par exemple, un film comme The Substance, est-ce que c'est un film français, pas un film français? Justement, comme c'est peut-être ça la problématique encore. Il est allé du coup aux États-Unis pour se produire. Du coup, c'est peut-être qu'elle n'avait pas réussi à le produire en France. C'est compliqué. En tout cas, en France, beaucoup de réalisateurs qui font un film qui marche, très vite, on va les appeler aux États-Unis pour aller venir faire un film là-bas. Pour aller venir faire un film là-bas. Vous avez compris l'idée. Et donc, c'est vrai qu'on a plein de talents aussi qui partent aux États-Unis. Après, le système de production des films aux États-Unis, il est très très différent. Les réalisateurs et les réalisatrices ont beaucoup moins de liberté. C'est vraiment le final cut, c'est le producteur ou la productrice. Et donc, c'est vrai que je pense que ça reste aujourd'hui compliqué parce que même si il y a des gens qui sont prêts à prendre le risque de produire un film d'horreur, on va rester sur des très petits budgets, ce qui peut être assez frustrant, évidemment, notamment pour rejoindre ce que tu disais tout à l'heure sur les effets spéciaux. Quand on a envie de faire un film d'horreur, on a envie de le faire bien, on a envie de mettre les moyens. Et c'est vrai que si on a un producteur derrière nous qui nous dit bah, ça il faut enlever, ça il faut enlever, c'est un peu démotivant. Donc, ce qui est intéressant, c'est de voir aussi après les essais qui sont transformés ou pas. Par exemple, on a Julia Ducournau qui a fait Grave, qui a cartonné, enfin qui a fait quand même un peu de bruit quand il est sorti. Et après, il y a aussi la question des festivals qui joue beaucoup. Les films d'horreur, la visibilité des films d'horreur, elle repose aussi beaucoup sur leur succès en festival. Ça a été le cas avec Grave, par exemple. Et pour le coup, elle a complètement transformé l'essai ensuite, ce qui est assez rare. Déjà, une femme qui fait un premier long métrage, qui marche, qui fait un deuxième long métrage. C'est vrai que son cas, il est assez exceptionnel. Et elle a complètement transformé l'essai avec Titane. Et là, aujourd'hui, je pense que tout le monde attend son prochain film. Donc les choses, elles bougent un peu. Mais le cas de Julia Ducournau, il est particulier aussi parce que c'est aussi du cinéma d'auteur. Et en France, on a un rapport particulier au cinéma d'auteur. Donc ça va aussi attirer des publics qui ne sont pas forcément des publics de cinéma d'horreur, mais qui sont plutôt un public cinéma d'auteur. Alors qu'en vrai, on fait plein de cases. Pour parler de cinéma, on met toujours les films dans des cases, mais en réalité, les films, c'est avant tout des films. Bah, surtout que quand elle préparait Grave,
Je me rappelle, on était en train de vendre nos films respectifs et on était ensemble et tout le monde se foutait de sa gueule parce que c'était une végétarienne qui devenait cannibale, tu vois. Donc et après, quand elle était au César, on s'envoyait des messages en rigolant, quoi, tu vois. C'est-à-dire que tu vois, il y a toujours ce truc de les gens qui se pincent le nez, mais quand ça marche, tout le monde trouve ça génial, tu vois. Mais c'est vrai que Julia, depuis toujours, hein, elle a ce truc hein, auteur, elle aime bien ce truc-là et tout. Mais c'est une fan de films d'horreur, t'as même pas idée, quoi. Même des fois, tu la freines, parce que tu dis, oh, là, c'est abusé. Mais voilà, quoi. Du coup, merci à vous. Et je pense qu'on peut passer à la deuxième partie, l'horreur comme miroir de la société. Du coup, on en a un peu parlé. Du coup, le cinéma d'horreur a toujours été un reflet des peurs et des tensions de la société, et encore plus aujourd'hui, dans un monde qui va mal. Du coup, comment percevez-vous le rôle du cinéma d'horreur aujourd'hui dans le traitement des sujets sociaux et politiques? Bah, je crois que Léa, t'en as parlé un peu tout à l'heure. Ouais, ouais, bah c'est le cinéma, le traitement du cinéma dans les sujets sociaux et politiques. C'est compliqué comme question. Bah, effectivement, le cinéma d'horreur, ça a toujours été un genre privilégié pour parler de choses de manière métaphorique. Par exemple, on sait que le film de zombies, c'est une critique de la société de consommation. Enfin, voilà, sur The Thing de Carpenter, on sait que c'est un moment où on essaie de dénoncer la chasse aux sorcières, le mouvement anticommuniste aux États-Unis. Donc il y a souvent une double lecture dans un film d'horreur. Et c'est ce qui le rend intéressant aussi, c'est qu'on peut très bien y aller très premier degré en se disant bon moi j'ai juste envie de sensations fortes, j'ai pas envie de me prendre la tête. Et puis derrière, c'est vrai que quand on creuse, quand on analyse un peu, souvent il y a plein de sous-textes politiques, alors politiques ou autres d'ailleurs, mais en tout cas ça permet de parler de plein de sujets. Et donc forcément dans une société où bon là tout se barre en couille, disons-le, hein, on a envie de catharsis. Il y a Et des donc bonnes nouvelles quand même. ça donne quand même plein d'idées. Non, mais ça nourrit aussi vachement l'imagination, tout ce Il qui y se passe. a une bonne Hier, nouvelle. On vit quand même dans un monde, ouais, on vit quand même dans un monde où la fiction, la réalité dépasse souvent la fiction. C'est-à-dire que ce qui se passe dans la réalité, c'est beaucoup plus horrible que tout ce qu'on aurait pu imaginer dans un film d'horreur. Donc c'est vrai que tout ça, je pense que ça nourrit aussi énormément la créativité. Et bah, c'est le rôle de l'art aussi d'être en phase avec la société, de dénoncer tout un tas de choses. Et pour le coup, ben, tout à l'heure, je me souviens plus si je l'avais mentionné, mais par exemple, Jordan Peele, c'est quelqu'un qui va vraiment se positionner et faire un cinéma politique qui va du coup redonner une petite impulsion comme ça à un sous-genre qui s'appelle la Black Horror et qui va s'en saisir pour essayer aussi de dénoncer tout un tas de choses. Et alors le cinéma, le principe, c'est pas de faire passer des messages, hein. En général, un réalisateur, quand on lui pose la question, il dit moi, mon but, c'est pas de passer un message, mais ça n'empêche qu'on va essayer de raconter plein de choses et que puisque l'horreur c'est percutant, et que le cinéma, c'est aussi créer des images chocs. Évidemment que ça va, je pense, bousculer les consciences et puis donner aussi envie aux gens, non seulement d'aller voir des films, mais aussi de réfléchir. Non, mais je pense qu'il y a un côté un peu insolent dans le cinéma d'horreur. On peut dire peut-être, je sais pas si on peut dire plus de choses, mais on peut y aller un peu frontalement, quoi. Et bah après, ouais, je pense que ça a toujours existé là, dans ce genre-là. Enfin, si tu remontes dans l'histoire, à chaque fois qu'il y a une grande, à chaque fois qu'il y a un problème politique, un problème sociétal, depuis que le cinéma d'horreur existe, bah, il s'en saisit directement pour réussir à faire derrière un peu pas pour passer son message, mais ouais, c'est à travers des images chocs, à travers du sensationnel. Je pense que c'est un des meilleurs genres pour faire ça. Enfin, en fait, c'est facile. Je sais pas comment dire, dans le sens facile. C'est que du coup, ça passe un peu plus facilement, quoi. Vu que le film peut être vu de manière juste reposée, sans se prendre la tête. On se méfie pas du cinéma Ouais, d'horreur. c'est ça, c'est ça. Peut-être que quand tu vas prendre ta place, tu penses pas que tu vas autant réfléchir derrière. Il y a quelque chose un peu, ouais, c'est insolent, c'est, bah maintenant que t'es là, que tu veux de la sensation, on va te donner la sensation. Mais en plus, on va dénoncer certaines choses, on va s'emparer de certains sujets et les tourner en horreur, quoi. et du coup, tu penses pas que c'est le côté engagé et politique qui attire les spectateurs en salle? Bon, C'est pas ça. ça existe peut-être, mais je pense pas, hein. Ouais, non, je pense pas non plus. Je pense que film d'horreur, c'est
je pense qu'il y a quand même une base, c'est juste le kiff de se faire peur. À la base, c'est juste ça. Je pense que c'est pour ça que les gens y vont dans un premier temps. Il y a ce côté recherche de sensations. C'est un truc, je connais pas du tout les stats, mais je pense que ça se regarde souvent en groupe, un film d'horreur. Il y a ce côté, on y va à plusieurs pour avoir peur ensemble. C'est un peu comme une attraction, quoi. Je pense que c'est dans un deuxième temps, on n'y pense pas du tout. Je sais pas sur les films de Jordan Peele. Enfin, tu vois, par Après, exemple, pour Us, pardon. non, non, vas-y. Pour Us, il est un peu moins évident que pour Get Out. Enfin, tu vois, il y a vachement de sensationnel, il y a vachement d'images et tout. Et quand les gens en entendent parler, je pense qu'ils veulent d'abord voir le doppelganger, ils veulent d'abord voir toutes les images un peu gore avec lesquelles ils jouent. Et après, je pense que tu y réfléchis dans un deuxième temps et tu te dis, ah, ouais, tu comprends le message qui est passé. Après, si les gens ne vont pas forcément pour voir des films engagés, il y a quand même un sujet qui est un vrai sujet, en tout cas ces dernières années, c'est le sujet de la représentation. Et donc les gens, s'ils vont voir les films de Jordan Peele, c'est aussi pour se voir au cinéma, parce qu'il y a quand même toute une catégorie de la population qui a été exclue des films d'horreur, soit exclue des films d'horreur, soit inclus de manière problématique. Par exemple, le personnage noir dans le cinéma d'horreur, pendant très longtemps, c'était le premier à mourir, et puis c'était un peu le fusible. C'est la même chose pour la représentation des femmes aussi dans le cinéma de genre, c'est quand même un sujet. Et donc les gens, ce qui les intéresse, en tout cas dans un cinéma d'horreur qui va être entre guillemets engagé, c'est de pouvoir voir d'autres représentations et de ouais, je pense que c'est ça aussi qui fait que par exemple la communauté noire américaine, elle va se déplacer pour aller voir les films de Jordan Peele parce que bah, finalement des films d'horreur qui mettent au centre des personnages noirs sans que ce soit des personnages négatifs, c'est quelque chose d'assez rare et donc c'est la même chose que lorsque Black Panther sort au cinéma. Finalement, que Black Panther soit un bon film ou un mauvais film, c'est pas tellement la question. C'est juste que pour toute une catégorie de la population, c'est exceptionnel en fait ce qui est en train de se passer. Et je pense que le cinéma d'horreur se saisit de ça aussi. Merci. Et récemment, on a vu des films comme Vampire Humaniste, Nosferatu ou The Substance, et bientôt une nouvelle interprétation du mythe de Frankenstein. Du coup, c'est des films qui remettent au goût du jour des sous-genres que l'on avait peu vus ces dernières années et avec un traitement plus moderne. Et du coup, pourquoi, selon vous, ces récits classiques trouvent-ils un nouveau public aujourd'hui et comment ces interprétations contemporaines enrichissent-elles ces mythes? Tu C'est nous poses des technique, questions c'est dur. complexes, hein. Tu mets trop de mots dans tes phrases. Déjà, moi, je trouve que tu viens de citer des choses, des films qu'on a déjà vus, donc les gens aiment bien faire des remakes. Ouais. Donc il y a un truc comme si la formule était déjà, on sait que ça a marché, on va refaire pareil. Après, il y a des petits malins comme, comment il s'appelle, Robert Egger, qui lui fait un vrai cinéma. Moi, j'ai adoré Nosferatu parce que je trouve que pour le coup, t'as l'impression d'être au cinéma, ça fait du bien. Et voilà quoi, et donc c'est peut-être plus facile à monter parce qu'on se dit voilà, c'est tout de suite, il y a tout de suite une com qui est facile à avoir autour des films, tu sais, comme Nosferatu. Tu parles du fait que c'est un faux Dracula, pourquoi, tu racontes l'histoire, ça fait de la com, les gens prennent ça, donc ça rend le projet intelligent, ça rend le projet intéressant, donc il y a des gens qui disent ah oui, on va le voir, tu vois, et puis à côté de ça, t'as ceux qui ont envie juste de voir un vampire, voir tout ça, et puis il y a ceux qui sont fans déjà du cinéma de Robert Eggers. Voilà. Après, je crois qu'on est pareil. Hein, c'est la volonté d'essayer de faire, je sais pas, de rendre les projets intelligents. Je sais pas. Et puis pour le coup, les grands mythes, enfin les grands monstres du cinéma, c'est des grands mythes aussi du cinéma. Et les grands mythes, ça a toujours été fait pour être revisité. En fin de compte, au cinéma, on raconte toujours un peu les mêmes histoires, hein. Faire un film original aujourd'hui, c'est pas facile, parce que tout a déjà été fait, tout a déjà été dit, tout a déjà été raconté. Et donc c'est toujours intéressant aussi de revisiter les choses et d'essayer de leur apporter un éclairage bah voilà, qui correspond un peu à notre époque, à des sujets qui nous touchent aujourd'hui, des personnages qui nous touchent aussi. On peut aussi revisiter un mythe en se disant, bah, et si le personnage principal finalement c'était pas celui-là. En fait, on peut, je cherche le mot, décliner, enfin oui, je cherche le mot. Mais on peut décliner les choses à l'infini, en fait, on peut les réinventer à l'infini, et c'est ce qui fait que finalement, ça reste stimulant de réutiliser un mythe, de réutiliser un personnage emblématique et de proposer une nouvelle approche. Après, évidemment, ça dépend
qui est derrière la caméra et qui Après, il y raconte a, cette histoire. après, il y a un autre truc que j'ai des discussions, j'ai déjà eu plusieurs fois avec des producteurs. En fait, ils se rendent compte que les nouveaux spectateurs, spectatrices, spectateurs, c'est des gens qui n'ont pas forcément vu des films avant une certaine date, avant 2000. Donc, quand ils vont voir un film où nous, c'est évident, ça fait référence à des films qu'on connaît, à des films connus comme The Thing, etc., tu vois, et ben, ce jeune public, il n'a pas vu ces films, donc il a l'impression de voir un truc super nouveau, alors que nous, on a l'impression que c'est des... Mais attends, on a déjà vu ce film, tu vois, mais le jeune public, etc. Donc, il y a des films qui sont fabriqués aussi, comme si c'était la première fois, tu vois. Et il y a ce truc aussi de dire, bon, on s'en fiche de ce qui a été fait, maintenant on va faire un film, même si ça ressemble, on s'en fout, parce que le public, il va découvrir ce truc-là, tu vois. Bah, après, en plus, là, on parle de films. Enfin, il y a dû avoir peut-être d'autres remakes, mais ils sont quand même vraiment vieux. Je sais pas si depuis les premiers. Ah ouais, mais Il y en a attends, forcément eu d'autres, ouais, mais des là, pour le coup, ils remakes, sont vraiment, vraiment ouais, vieux. Et ouais, je pense tu qu'aujourd'hui, tu vois. peux vraiment C'est la t'éclater avec spécialité tout. américaine de faire des remakes de films qui sont sortis l'année d'avant et d'oublier que ça existait. Tu prends Morse, etc. Ouais, mais là, C'est quand même pour fou, revenir à quoi. Nosferatu Mhm. et Oui, il y en a eu Frankenstein, d'autres avant, il y a eu d'autres Bah, le remakes. premier, c'est 1922, mais après, il y a eu plusieurs. ouais, Ouais, mais effectivement, il y a qui ont plusieurs bien remakes. marché ou quoi? Bah, il y a eu... bah, après, Nosferatu, c'est le mythe de Dracula, Ouais, c'est donc Dracula. quelque part, des Ouais, c'est Dracula, vrai. il y en a quand même eu un paquet Il y en a, aussi Parce il que y en a au là, un ça qui va cinéma. sortir dans pas longtemps de Besson, tu vois. Ouais, c'est vrai. Mais parce qu'il y a quand même le. Enfin, aujourd'hui, tu. Enfin, ouais, tu les remettre au goût du jour, quoi, pour ce que tu disais, tu peux en raconter. Ouais. Enfin, le mettre dans le contexte actuel, et du coup, ça rend le mythe. Enfin, c'est comme dans tous les genres, en fait. Il y a des mythes qui sont là et que tu réutilises Mhm. et que tu te réappropries, et c'est Mais globalement pour- souvent les mêmes schémas, Ouais, mais mais que t'as tu des mets dans un tentatives comme Vampire contexte. Humaniste, tu vois, qui est, je sais pas si tu l'as vu. J'ai pas entendu. Il y a- Vampire humaniste. Non, je l'ai pas vu. Tu avais vu? Bah, ça, c'est une Trop bien. tentative intéressante avec un sujet qui a été eu. Le vampire, ça a été utilisé milliards de fois, mais il y a une volonté de faire quelque chose de nouveau, tu vois. Et c'est trop bien. Si vous l'avez pas vu, En plus, C'est voyez-le. vrai. J'irai voir. Je pense qu'on peut passer à la troisième et dernière partie, c'est déjà fini. du coup, qui s'intitule L'horreur au féminin, et par rapport à un mouvement qui se tend. Du coup, le genre horrifique a longtemps été marqué par des stéréotypes de genre, comme tu évoquais, Léa, mais on observe aujourd'hui une émergence de réalisatrices qui renouvellent ce regard. Et comment perçois-tu ce regard-là par rapport au film actuel? Ah, pour le coup, c'est divers et varié, hein, parce que chaque personne est différente. Mais c'est évidemment que c'est hyper intéressant d'avoir des réalisatrices qui proposent autre chose que voilà, le male gaze habituel. Pour autant, il y a des réalisatrices qui font des films très male gaze. Et inversement, il peut y avoir aussi des réalisateurs qui proposent des films complètement female gaze. J'ai revu il y a pas longtemps Le Silence des agneaux. C'est ouf. Enfin, franchement, revoyez-le, c'est vraiment un film hyper qui s'intéresse vraiment au regard féminin. Donc c'est assez passionnant de le revoir aujourd'hui. Non, ce qui est intéressant, effectivement, c'est aussi de se dire qu'on commence à faire confiance à des réalisatrices pour raconter des histoires au cinéma et leur donner de l'argent, parce que souvent c'est un peu ce qui pêche. Il y a plein de réalisatrices qui ont des choses à raconter et qui ont envie de le faire en passant par le genre, en passant par l'horreur. Aussi parce que, comme on le disait tout à l'heure, on est des spectatrices en fait de cinéma d'horreur souvent. Et donc c'est intéressant pour tout. De toute façon, quoi qu'il arrive, qu'il y ait plus de réalisatrices, c'est forcément intéressant. Après, je ne sais pas si ça va changer quelque chose dans le sens où je ne sais pas si le spectateur ou la spectatrice se dit ah, c'est une réalisatrice, donc je vais aller voir ce film. Mais en tout cas, c'est intéressant. On parlait tout à l'heure des représentations. Évidemment que les représentations diffèrent et que ça enrichit aussi le paysage cinématographique et ça enrichit aussi le... Enfin, c'est important pour les spectateurs et les spectatrices de pouvoir s'identifier à des personnages qui sont euh, divers en fait, divers et à leur image. Et donc le fait qu'il y ait plus de réalisatrices mais aussi plus de minorités derrière la caméra, évidemment que ça rend les choses plus stimulantes aussi d'un point de vue créatif. Ouais, parce que les réalisatrices ont toujours été là, c'est juste qu'on leur faisait pas confiance, on leur faisait faire des courts-métrages, on leur faisait faire, tu sais pas, des projets avec des budgets plus petits, etc. Il y avait un truc un peu méprisant, tu vois. Mais moi, j'en ai toujours vu, hein, des scénarios arriver de réalisatrices qui n'arrivaient pas à monter leur projet. Et pendant longtemps, tu sais, et moi, je refuse à chaque fois systématiquement d'avoir cette discussion. On me compare Julia et Coralie, tu vois.
Et je leur dis, les gars, c'est quoi le sujet? Tu vas pas me comparer, on parle d'un film, tu vas pas me parler d'un autre réalisateur si c'est un homme. Tu vois, c'est un peu fatigant, quoi. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, évidemment, il faut soulever le truc, évidemment, il faut se battre pour qu'il y ait une égalité, etc. Parce qu'il faut aider tout le monde à réaliser leur film, tu vois. Mais au bout d'un moment, c'est triste d'en arriver là, tu vois. Parce qu'on devrait juste s'intéresser au projet. Enfin, que ça soit un homme ou une femme, si le film est bon, point barre, quoi. Du coup, ça offre. Vous l'avez vu le film Men? Oui. Tu l'as vu? Alex Garland. Ouais, et qui. Bah, attends, je sais plus si c'est réalisé par une femme, mais qui en tout cas traite. Non, c'est ça- Alex ça- Garland. Ah ouais? Ouais, vois, c'est sorti il y a 2-3 ans. Ouais, c'est assez récent. Mais c'est un personnage féminin et le sujet, c'est vraiment la masculinité toxique pour le coup. Oui, c'est ça. Et, mais Donc, du coup, ça rejoint, enfin, si on prend au sens large, ce que tu disais pour Jordan Peele, quoi. C'est qu'on commence à donner la possibilité de réaliser à des minorités, enfin des minorités en tout cas à ce poste-là. Et du coup, bah, ça offre un regard nouveau et plein de. Bah, si on part du principe que le cinéma d'horreur, très souvent, il utilise l'horreur pour dénoncer, bah là, ça offre des perspectives qui existaient jamais. Et c'est vrai que Men, du coup, je sais pas si vous l'avez vu, il est pas très connu, mais c'était la première fois que je le voyais, que je voyais un film d'horreur qui parlait de la toxicité masculine. Et j'ai bugué sur le mot. je vous recommande d'ailleurs, tu parles de Men, mais il y a un film qui était vraiment super de ce point de vue-là, c'était Promising Young Woman aussi, d'Emerald Fennell, qui a choisi aussi le biais du cinéma de genre pour aborder ce sujet-là, et qui est absolument exceptionnel. Donc, pareil, si vous, je fais mes petites pubs comme ça, mes petits coups de cœur des dernières années. Men, c'est très bien, mais voyez Promising Young Woman, c'est exceptionnel. Et du coup, s'il y a un renouveau, c'est peut-être à ce niveau-là, quoi. Il y a peut-être des nouveaux regards aussi qui peuvent se l'approprier. Et là, ça donne par contre bah, des nouvelles histoires, ou même reprendre des vieilles histoires, mais pour les mettre dans ces nouveaux combats, ces nouveaux regards. Enfin, c'est pas des nouveaux combats, mais c'est nouveau au cinéma, dans le cinéma d'horreur. C'est toujours le combat parce que Ouais, mais c'est tu pas gagné vois, je encore. trouve que dans les films d'horreur, même si c'était parfois très maladroit, c'est souvent des héroïnes. Donc il y a toujours eu une volonté quand même de rendre des personnages féminins forts, quoi. Même si parfois, souvent, c'était de façon maladroite, mais malgré tout. Malgré tout, ça reste dans le cinéma d'horreur Ouais. qu'on a toujours eu beaucoup d'héroïnes. Et c'est vrai que bon, même si Final Girl, etc. ont beaucoup Même si souffert c'est. des stéréotypes, mais Ouais. le but c'était aussi de faire venir les mecs en salle. Oui, non, mais Mais d'accord, pour le mais. coup, c'est vrai que Ouais. quand on a mine de rien, quand on a grandi et qu'on a eu une adolescence où on a vu beaucoup de films d'horreur, on a quand même eu des role models assez stylés, quoi. Sidney Prescott, enfin, ça reste des personnages quand même qui sont Replay, quoi. Ripley, Mhm. évidemment, exceptionnels. Et justement, par rapport à ça, il y a eu une nouvelle génération qui sont des nouvelles reines de l'horreur, notamment Mia Goth, Jenna Ortega, Sydney Sweeney. Et du coup, est-ce qu'il y a eu un changement dans ces représentations-là, du coup, la nouvelle génération par rapport à celle d'avant, dont tu citais, ou c'est pratiquement pareil? Alors, dans la représentation, je prendrais des pincettes parce que pour le coup, on reste dans. Ah, c'est des femmes qui correspondent vraiment à ce qu'on attend d'une femme dans un film d'horreur, quoi. Donc, très désirable, on va dire. Pour autant, c'est quand même. Je pense qu'on fait attention à l'écriture de ces personnages davantage et on va avoir des personnages qui vont être plus indépendants, qui vont moins avoir besoin d'être sauvés par un homme et qui vont avoir un esprit pratique aussi très prononcé et qu'on va voir faire des choses pour s'en sortir et moins subir peut-être. Euh, bon là je dis ça au débeauté et ça demanderait peut-être à être vérifié et je pense que ça dépend des films encore une fois, mais je pense qu'on prête plus d'attention à l'écriture en profondeur de ces personnages et à proposer, alors même si ça reste toujours voilà, comme je disais, des femmes ultra belles, ultra désirables, euh, en plus d'être cool, c'est vrai que je pense que c'est quand même des personnages qui sont peut-être mieux écrits et peut-être de manière un peu plus subtile. Ils sont moins clichés, quoi, pour beaucoup, j'ai l'impression. Mais après, je sais pas. Non, tu penses pas? Par rapport j'ai l'image des slashers, vraiment, tu sais, où, pour le coup, je les trouvais très très clichés. C'est les vieux slashers, Halloween, Ouais, ouais, bien sûr, où bah, elle oui, crie oui. beaucoup. Peut-être qu'ils sont moins clichés après. Mais je pense que ça, c'est quelque chose qui évolue de manière quand même. Enfin, ça commence à remonter, je pense. Ouais, c'est clair.
Ouais, tu- Drop the mic. C'était une super intervention. Non, non, n'aie pas honte, moi j'ai trouvé ça mortel. T'aimes bien. Ouais, ouais, c'était bien. Du coup, c'est une super transition pour passer à la conclusion, déjà. Putain, déjà. Bah non, on était bien là. Attends, remets-le juste une fois. Ça se fait pas là. Ah, c'est dur, là. Ça se fait Tu pas. l'as pris au dépourvu. Ah, c'est bon. Ah, il gère, il gère. C'est dur, on l'a eu celui-là. Du coup, je vais faire moins de mots, là, cette fois-ci. Vas-y. Du coup, est-on actuellement dans un nouvel âge d'or du cinéma d'horreur? La période qu'on traverse actuellement. T'avais dit moins de mots, c'était presque. Ouais, je peux pas m'en empêcher. Bah moi ça fait 20 ans qu'on me parle de la nouvelle âge d'or tous les ans. Donc moi je dis ok, ouais si vous voulez, mais là on est bien doré quoi. Un nouvel âge d'or, je sais pas en fait ce que c'est l'âge d'or en vrai quoi. Moi j'ai l'impression que si tu veux on se bagarre, puis toujours à essayer de faire des films d'horreur, etc. En France, je me rappelle une discussion avec Alexandre Aja, il disait le problème c'est que les Français ils ont du mal à accepter que ça puisse arriver à côté de chez eux. Et je me dis, tu vois, quand j'ai vu Vermine dernièrement et que ça se passe carrément à côté de chez toi et que les gens suivent, je me dis peut-être qu'on y est, quoi. Alors si c'est ça l'âge d'or, bah peut-être qu'on y est. Mais en fait, l'âge d'or, tu vois, moi, je me rappelle, à un moment, on avait fait des films, on disait ça y est, c'est parti. Et après, non, c'était pas parti. Après, on a fait Frontières, ça y est, c'est parti. À l'intérieur, c'est parti. Non, c'était pas parti. Après, on a fait les zombies, ça y est, c'est parti. Bah non, toujours pas. Après, il y a eu Julia. Allez, c'est parti. Et bah ouais, Ouais, d'accord. non, le cinéma d'horreur, enfin en tout cas en France, c'est quand même beaucoup du one shot, hein. Ah ouais, Il y a plein de petits succès. ouais. C'est toujours, on regarde depuis les années 80, il y a toujours un petit succès de temps en temps. Mais c'est vrai que de là à dire qu'il y a un mouvement, un courant, un truc, un vrai truc qui se passe, c'est compliqué. Il y a de l'envie, en tout cas. Mais un âge d'or, finalement, je crois que ça se mesure quand même plutôt a posteriori. L'histoire du cinéma, elle se construit un peu petit à petit. Et finalement, les films qui nous paraissent importants aujourd'hui, est-ce que dans 10 ans, ils seront encore considérés comme des films importants? Je pense que ça reste compliqué de le savoir. Donc, et puis ça dépend aussi de qui écrit l'histoire. Moi, j'avais entendu Guillermo del Toro dire de toute façon, quel que soit le film, même s'il est bien, 3 mois après que tu l'aies vu, t'as oublié. Il y a tellement de choses. T'as- Mais là, je pense notamment avec The Substance, encore Ouais, mais Vermine, The ça Substance, si marque. tu veux, ce qui est marrant, c'est que ce film-là, dans les années 80, tu l'aurais fait, il aurait été exactement pareil, tu vois. C'est juste le public qui fait la différence. C'est juste Demi Moore qui est incroyable et qui sort de nulle part et qui nous fait un truc et que tout le monde se dit wow. Mais ouais, mais elle est comédienne. Bah ouais. Elle On joue. la paye Ah pour bah ça, en ouais. fait. Bah elle joue. Ouais, super. Une super comédienne. Elle joue bien. Bah ouais. Et en plus, tu vois, c'est pas la mousse de latex, c'est pas les monstres qui font que le film c'est parce que c'est une putain de comédienne et qui envoie grave et que tu kiffes ce film parce que tu la vois faire des trucs, tu dis wow, c'est une putain de performance, tu vois. Après, âge d'or, je sais pas, mais il y a quand même un truc que tu disais tout à l'heure et qui est intéressant et que je pense on peut aussi garder un peu pour conclure ce sujet. C'est que non mais Parler. j'ai pas dit que j'avais la phrase de la, j'ai pas dit que j'avais le mot de la fin. Attention, on est encore dans la conclusion, tranquille, posé. Mais il y a des films de genre et d'horreur, particulièrement ces dernières années, qui ont eu des prix et qui ont été vraiment plébiscités, tu le disais, par la critique, par les cérémonies, par les festivals. Et donc, c'est vrai que âge d'or ou pas âge d'or, ça reste compliqué de le dire, mais je pense qu'on est quand même à un moment de l'histoire où il y a une concentration de films de genre et de films d'horreur qui et trouvent un public et sont reconnus par la profession. Et donc, il se passe quand même un petit truc. C'était pour nuancer un peu le Non, t'as côté raison. déprimant de Non, ce que mais tu disais. c'était vachement bien. Voilà, je te passe. Non, mais nouvel âge d'or, je sais pas. Il y en a peut-être pas assez encore, parce qu'il y a des prix, mais ça reste quand même assez rare. Peut-être bientôt, je sais pas, mais je pense pas pour l'instant qu'on soit l'âge d'or. Mais je pense qu'il y a une nouvelle manière de les faire, de faire les films d'horreur, de les consommer. Peut-être c'est différent. Mais nouvel âge d'or, je sais pas, j'ai pas l'impression qu'on ait plus de films qu'avant et plus de gros succès qu'avant dans l'horreur, quoi. Je pense que la vraie différence, ouais, ça doit être au niveau peut-être des prix. Il y a un peu plus de Plus de films, si, reconnaissance. il y en a. En France, il y en a, parce qu'on les fabrique, donc je peux te dire qu'il y en a plus. Mais c'est pas encore un délire. En fait, il y a un truc marrant en France, c'est que tu peux foirer une comédie, tu peux me faire un four. Oh non.
Derrière, si tu produis une comédie, il n'y a aucun problème. Mais si tu fais un film de genre avec un budget ridicule et qu'ils considèrent que ça se plante, bah tu feras pas un deuxième. Tu vois, il n'y a pas la même Le tolérance. droit à en l'erreur. fait. On traite un peu les films d'horreur comme on traite les femmes dans le cinéma, en fait. C'est-à-dire Tu one me- shot, et si ça marche pas, bah, c'est terminé. Quoi? C'est horrible. Mais Alors quand je- moi, je vais voir un côté plus positif. Non, mais quand je disais plus, je sais pas s'il y a plus de films, je pensais surtout à plus de succès qu'avant. Ouais, non, mais t'as Qu'il y en a plus de produits, ouais, il y en a en France en tout cas, il y a plus de films de genre en général, plus d'intérêt, ouais. mais plus de succès qu'avant. Et je parle pour le coup juste du cinéma d'horreur, pas que forcément français. Bah Mais après, moi je suis En plus fait, jeune. en fait, mais- non, mais le cinéma américain, si tu vois, ils ont toujours la cote, hein. Dès qu'ils sortent un film, ça a la cote. Oui, mais du coup pas plus qu'avant. Moi, je vois par rapport à ce qui se passe en France, c'est super drôle, quoi, tu vois, parce que ça vient d'Espagne, bah, ça a la cote, ça vient d'Allemagne, ça a la cote, ça vient d'Angleterre, ça a la cote, des États-Unis, et dès que c'est français, c'est français, ça va être pourri. Mm. Mais pourquoi, en fait? Moi, on m'a raconté un truc hyper drôle. Tu vois, moi, le film que j'ai fait ça vraiment pour m'amuser avec mes 0 balles. J'avais 0 thune, on a fait ça pour rigoler en pensant, bon, faire un truc complètement inoffensif, que ça soit un festival complètement débile, complètement assumé débile. Et il y a un mec un jour qui me dit ouais, je l'ai vu ton film, au début je trouvais ça cool et tout, mais parce qu'il était en anglais, et quand j'ai appris que c'était en français, c'était pourri. Je dis bah pourquoi? Ah, laisse-le en anglais. Tu vois, ouais. Non mais tu vois, c'est débile, ça tient à rien quoi. Tu vois, il y a une sorte de truc vraiment. Mais aujourd'hui, j'ai vraiment l'impression que ça y est, les gens acceptent d'écouter des films de genre, genre tout genre, tu vois, horreur. Parce que en fait, c'est tout genre. C'est le fantastique, c'est l'horreur, c'est tout en français. Et qu'on accepte ça. Et ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Et je pense qu'effectivement, s'il y a un changement aujourd'hui, c'est ça. C'est que le public accepte de voir des films joués par des Français. Parce qu'il y a une culture pop qui se rapproche. Et peut-être qu'on y est. Ça y est, on est à ce moment-là où on peut faire accepter ça. Et même un public peut-être un peu plus vieux qui va voir Le règne animal, etc., etc. Donc ça, c'est cool. Maintenant, on peut aller voir des films d'horreur en famille. Mais C'est ouais. stylé, quoi. Bah ouais, mais pas interdit aux moins de 18. C'est fait mauvais genre. C'est clair. Bon, Bah, là, c'est ton générique, normalement, il est là-dessus. Hein. bah, merci à toutes et à tous d'être venus, c'est déjà fini. Je remercie la ville de Paris, la maison étudiante, notamment Emilien et toutes ses équipes, le festival Créart Up, Hop Prod, Anaït et surtout Charlotte pour l'accompagnement tout au long du projet. Merci à vous. Je fais un peu ma pub, je serai aussi au point éphémère le 3 et 4 avril pour une exposition numérique. Et surtout, n'hésitez pas à vous procurer le programme du festival. Créart Up, il y a plein de super projets. Et n'hésitez pas à prendre des places, c'est gratuit, et à assister jusqu'à vendredi. Et s'il reste encore quelques places pour Bienvenue rue du Lotus, n'hésitez pas à rester, c'est juste après. Merci à vous. Merci.